toutes et à tous. Et merci d'assister à ce débat, ce nouveau débat du commerce international sur le Mercosur, enfin plutôt l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Ce webinaire s'inscrit dans un cycle de webinaires que nous avons commencé maintenant il y a quelques mois. Et nous avons traité toute une série de sujets, toujours des sujets centrés sur les grandes questions du commerce international, qui sont d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus fortes dans l'actualité. Donc, nous avons eu un webinaire sur la politique commerciale américaine, nous avons eu une autre sur le rôle de la Chine dans les échanges internationaux, nous avons eu quelque chose aussi sur la politique commerciale européenne. Tout récemment, nous avons eu une présentation sur le Royaume-Uni et la stratégie dite du Global Britain post-Brexit, pour voir un petit peu ses conséquences. Donc cette activité est un axe de développement de la fabrique de l'exportation nouveau et qui se développe et qui suscite un intérêt, donc vous êtes de plus en plus nombreux à y participer. Et donc je vous remercie pour votre participation à toutes et à tous à ces débats, et je saisis cette occasion aussi pour vous encourager à aller encore plus loin dans votre engagement en devenant membre actif de la famille de l'exportation. Vous avez déjà reçu, vous allez recevoir des appels à cotisation, à adhésion. Disons, faites-le, ça nous permettra de nous soutenir, d'être plus nombreux et de mener encore plus d'actions sur ce thème essentiel. Donc aujourd'hui, le thème que nous avons choisi, et je remercie Antoine Bouet d'avoir accepté de présenter ce sujet, c'est un thème tout à fait d'actualité qui est le projet d'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, d'accord commercial au sens large. C'est un sujet qui a soulevé beaucoup de débats, beaucoup de polémiques. En France, enfin, quand je dis polémique, d'ailleurs, c'est un peu abusif parce qu'au fond, on a l'impression que, en tout cas dans la classe politique, il y avait un très large consensus pour rejeter cet accord. De notre côté, nous avons d'ailleurs, avec Étienne Boucher, exprimé un point de vue un peu différent dans une tribune qui a été publiée d'ailleurs dans Le Monde au mois de décembre. Mais le sujet n'est pas, évidemment, n'est pas épuisé, il n'est pas réglé, puisque cet accord a été conclu par la Commission européenne, mais il doit encore être approuvé par le Parlement européen et par les États membres. Et il y a donc effectivement encore beaucoup de sujets à essayer d'éclairer. C'est le rôle un peu de la fabrique d'essayer de donner à tous ces sujets qui sont parfois un peu polémiques et traités de manière un peu simpliste, un éclairage plus approfondi et basé sur des analyses de fond. Et donc pour cela, je remercie Antoine Bouet, qui est un expert très connu des questions de commerce international, d'avoir accepté de faire cette présentation et de répondre à vos questions. Donc Antoine est directeur depuis 2 ans du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale, qui est, je pense, on peut dire, le principal centre d'études français dédié à l'économie internationale, qui est un organisme public placé sous l'égide du Premier ministre. Antoine est également professeur d'économie à la Bordeaux School of Economics et il est également non-resident senior research fellow à l'International Food Research Institute, qui est un centre de recherche international essentiellement sur les questions des échanges dans le domaine agricole et qui est basé à Washington. Antoine a publié évidemment beaucoup de travaux, a conduit de nombreuses recherches sur les politiques commerciales, a participé au développement de modèles économétriques sur l'économie internationale et tout récemment, il faut dire que l'actualité est riche, donc il a rédigé de nombreuses tribunes, il est intervenu à de nombreuses reprises sur les plateaux de radio et de télévision et sur les sujets de commerce international en général et effectivement notamment les derniers développements de la politique américaine que tout le monde suit avec attention. Donc aujourd'hui, nous lui demandons de nous présenter une vision un peu plus approfondie du sujet du Mercosur, en essayant de nous expliquer un petit peu quel est le contenu de l'accord qui est sur la table, quels sont les principaux enjeux et qu'est-ce qu'il faut en penser sur le fond par-delà les positionnements politiques. Donc, politique parfois un peu simpliste, nous semble-t-il. Donc, Antoine, merci encore une fois d'avoir accepté de partager ce temps avec nous.
et surtout vos idées, vos visions. Et donc, ben, je vous passe la parole pour cette présentation. Et ensuite, évidemment, il y aura une session de questions-réponses qui suivra votre présentation. Antoine, merci encore. Merci beaucoup, merci Alain, merci pour cette invitation. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous parler de l'accord Union européenne-Mercosur. Donc, je vais autoriser le partage de mon plein écran en espérant que ça marche. Ça marche. Si, ça va, c'est bon. Parfait. Voilà, donc je mets en plein écran. Alors, cet exposé, donc on avait cogité avec Alain sur le titre, j'avais proposé plusieurs titres et donc Alain a choisi le titre le plus provocateur parmi je crois, les trois, La vérité sur l'accord Union européenne-Mercosur. C'est bien évidemment un plagiat d'un titre d'un roman policier récent de Joël Dicker qui s'appelait La vérité sur l'affaire Harry Kéber, je ne me souviens plus exactement. Mais voilà, donc je ne vais pas vous dire la vérité, en fait, je ne vais pas vous la dire, mais en fait, je voulais utiliser ce titre tout simplement parce que je crois que je ne peux pas tout dire de cet accord en 30 minutes. Je vais beaucoup dire mon opinion. En fait, ce que je vais surtout essayer de faire, c'est de rétablir un équilibre dans la présentation de cet accord. Donc, en fait, de présenter en fait l'intégralité, la plupart en tout cas, des arguments pour ou contre cet accord. Et puis, je donnerai mon point de vue, qui ne sera que mon modeste point de vue. Enfin, ce sont des choses sur lesquelles je travaille beaucoup, donc c'est vrai que je pense avoir accumulé une expertise sur le sujet, et donc je donnerai mon point de vue à la fin sur faut-il soutenir cet accord ou pas. Alors, si on caractérise cet accord, en fait, c'est un accord qui est dans les airs depuis très longtemps. Ça a débuté en 1999, les négociations, puis ça s'est arrêté, puis ça a repris en 2016. Et puis là, il y a peut-être une fenêtre pour le conclure, mais ce n'est pas évident. L'Union européenne, vous le savez, est une union douanière de 27 pays. Tout le monde le sait. Le Mercosur, donc c'est le marché commun de l'Amérique du Sud, et ça regroupe l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Et ça regroupe aussi la Bolivie depuis 2024. Le Venezuela, en fait, en a été exclu, tout simplement pour des raisons politiques, diplomatiques, étant donné le positionnement du gouvernement vénézuélien. Et donc, Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, ce sont des pays qui sont très différents les uns des autres, mais nous aussi, dans l'Union européenne, nous sommes très différents. En tout cas, il y a un déséquilibre de taille. Les populations, vous le voyez, en Europe, c'est environ 451 millions d'habitants, alors que le Mercosur, c'est 278. Alors, c'est quand même un accord donc, avec, parmi les accords récents que l'Union européenne cherche à signer, c'est un accord avec un ensemble d'une population quand même qui est relativement importante. Hein. Mais on voit tout de suite qu'en termes de PIB, de produit intérieur brut, il y a une différence relativement forte puisque l'Union européenne a un PIB de presque 17 000 milliards de dollars, alors que le Mercosur n'a un PIB que d'environ 2 700 milliards de dollars. Et donc, ça donne un PIB par tête qui peut être une espèce d'approximation du revenu par tête qui montre en fait une hétérogénéité entre les deux signataires de cet accord, puisqu'on a environ 37 000 dollars par tête par an dans l'Union européenne, alors qu'on a en dessous de 10 000 dollars par tête par an au Mercosur. Et on le voit aussi dans les exportations de biens, la capacité les exportations de biens, par exemple, en 2022, de l'Union européenne était de 6 575 milliards de dollars, alors qu'elle n'était que de 454 milliards pour le Mercosur. Alors, ça compte les exportations intra chaque groupe de pays, donc intra-UE et intra-Mercosur. Et il y a une statistique qui est tout à fait frappante, c'est que l'Union européenne est manifestement un groupe de pays beaucoup plus intégré. Alors, il y a d'autres facteurs qui jouent, mais il y a 59% de ces exportations européennes qui se font en intra-Europe, alors que pour le Mercosur,
ce pourcentage n'est que de 11%. Donc, on voit que le Mercosur, en fait, comme les pays du Mercosur échangent entre eux relativement beaucoup moins. Et puis, il y a une autre grande différence, c'est au niveau des exportations de services. L'Union européenne exporte pour 2622 milliards de dollars toujours en 2022, alors que le Mercosur n'exportait que pour 62 milliards de dollars de services. Alors, je vais vous parler je vais rapidement vous caricaturer la théorie économique sur le sujet de qu'est-ce qu'on peut attendre de cet accord, notamment en termes de commerce, puisque c'est ça qui vous intéresse, je crois. C'est le potentiel de commerce de l'Union européenne entre l'Union européenne et le Mercosur. Il va dépendre, d'après les économistes, d'une théorie qui rappelle en fait la physique, c'est l'équation de gravité. Donc, c'est l'attraction entre deux corps, proportionnelle aux masses et inversement proportionnelle à la distance. En fait, on s'est aperçu qu'en économie, et on a donné en fait des raisons économiques très fortes avec des arguments économiques très forts pour expliquer que le commerce entre deux pays dépendait très fortement des PIB des deux pays et des coûts à l'échange, et notamment dans les coûts à l'échange et à la distance, qui est une assez bonne approximation, évidemment, des coûts de transport. Mais évidemment, il y a d'autres choses que les coûts de transport. Quand vous exportez un produit depuis la France vers l'Argentine, vous avez en plus les droits de douane, vous avez en plus des mesures non tarifaires, MNT. Et puis, il y a des facteurs on s'est aperçu en économie, qui facilitent l'échange commercial. C'est par exemple les relations historiques ou une même langue. Et donc, c'est le cas, en tout cas pour une partie de l'Europe vis-à-vis d'une partie du Mercosur, espagnol et portugais. Et donc, ce sont a priori des facteurs qui favorisent le commerce. Il y a un point par contre qui est embêtant, c'est que en fait le commerce, il est d'autant plus important entre deux pays quand les PIB sont proches. Et quand les PIB sont très différents, il est moins important. Ça aussi, c'est une régularité statistique qu'on observe beaucoup. Et là, c'est embêtant parce que ça veut dire que comme les PIB entre les deux zones que sont l'Union européenne et le Mercosur, les PIB sont très différents, ce serait un facteur de commerce qui serait moins important. Mais bon, disons que, en gros, d'après les économistes, l'accord Union européenne-Mercosur donnera du commerce en plus, mais ça ne donnera pas du commerce en plus avec modération. Pourquoi ? Parce qu'il y a la distance. En fait, le commerce international est très affecté par la distance et donc par les coûts de transport. Il y a aussi la différence de PIB, mais j'insiste beaucoup sur la distance. Évidemment, ce sont des pays lointains. Et ça, c'est un point que je vais vous demander de garder en tête parce que ça va conditionner des estimations que je vais vous donner, des évaluations de l'impact potentiel de cet accord. Par contre, il y a des facteurs qui devraient contribuer à ce qu'il y ait beaucoup de commerce. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des droits de douane importants dans le Mercosur. Par exemple, dans l'automobile, il y a souvent des droits de douane de 30%. Et donc, ça veut dire qu'une fois que, si cet accord est signé, il y aura un impact. Et donc, sur tous les produits industriels, il y aura un impact relativement important, tout simplement parce qu'il y a des droits de douane qui sont importants dans les pays d'Amérique du Sud. Il y a des relations historiques aussi. Les deux groupes de pays ont une histoire commune. Et puis, il y a aujourd'hui aussi beaucoup de mesures non tarifaires, donc des barrières sanitaires, des barrières phytosanitaires. Et si l'accord se caractérise par disons, un rapprochement ou une baisse de ces mesures non tarifaires, de ces barrières non tarifaires, ça devrait contribuer, je pense, à beaucoup de commerce. Donc voilà, il faut garder ça en tête. Ce sont des groupes avec des différences de PIB importantes et surtout, ce sont des pays qui sont très distants les uns des autres et donc on devrait avoir une augmentation du commerce, bien sûr, mais elle ne devrait pas être extrêmement importante. Je voudrais signaler un dernier point pour mon introduction. Ça a été souligné par Alain tout à l'heure, implicitement, c'est qu'en France, l'opinion publique est plutôt réticente aux accords de libre-échange. C'est un axe de travail sur lequel moi, je travaille beaucoup.
j'essaye de comprendre les raisons de cette réticence de l'opinion publique française aux accords de libre-échange. Il y a un sondage récent qui est sorti et qui est un sondage international, donc réalisé entre 50 et 70 pays, donc sur un grand nombre d'individus, dans beaucoup de pays, les mêmes questions qui sont posées, la même méthode. Et en 2024, donc en France, il n'y avait que 34% des Français qui affirmaient que la mondialisation leur était bénéfique. C'était en baisse par rapport à 2022. Mais il faut savoir qu'au niveau mondial, cette proportion est de 60%. Donc ça veut dire qu'on est en décalage par rapport à l'opinion publique mondiale. Nous, on a fait des recherches au CEPI aussi, et ça peut contribuer au débat qu'on aura tout à l'heure. On essaye de comprendre, de voir en fait si les programmes des partis politiques intègrent de plus en plus des positions anti-mondialisation. Donc c'est le cas. Depuis 1981, on fait des analyses textuelles sur les professions de foi des candidats à l'élection présidentielle, et on montre que de plus en plus, les candidats à l'élection présidentielle prennent des positions contre la mondialisation, et on regarde ce que ça fait au niveau du vote, au niveau local. Et donc, il y a des zones en France qui sont très marquées par un rejet de la mondialisation. Et on pourra parler des raisons de ce rejet. Mais je voudrais aussi conclure ce point pour dire que la qualité du débat sur le CETA, donc l'accord Union européenne-Canada, a été faible, de mon point de vue, très faible. Et je trouve que aussi la qualité du débat sur l'accord Union européenne-Mercosur a été faible aussi. Elle a été un petit peu meilleure. Le CETA, on ne parlait que de la filière bovine française. L'accord Union européenne-Mercosur, on parle de l'impact sur la filière bovine, mais on parle aussi quand même un petit peu d'environnement. Donc on a un petit peu élargi le sujet, mais je trouve avec des arguments qui restent restrictifs. Là, je vous présente, ça y est, les arguments de mon exposé. Je regarde le solde commercial. Je ne devrais pas, parce que, en fait, c'est une obsession de Donald Trump de regarder tous les soldes commerciaux bilatéraux. Et en fait, on pourra en parler éventuellement, mais c'est un indicateur économique qui n'est pas très bon, parce que ça dépend des spécialisations des pays, et puis surtout, le solde commercial ou le solde extérieur, ça dépend beaucoup de si un pays consomme beaucoup par rapport à ce qu'il produit. C'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est pour ça qu'ils ont un déficit aussi important. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas compétitifs, ils ont des avantages comparatifs très importants, les États-Unis. Mais pour en revenir au solde d'Union européenne-Mercosur, vous voyez que le solde, alors quand il est quand il est positif ici, ça veut dire que l'Union européenne est en excédent. Et donc, vous voyez qu'en fait, qu'il y a des variations importantes. Et ces variations sont très liées à des prix mondiaux, l'évolution des prix mondiaux, notamment l'évolution des prix agricoles mondiaux, parce qu'on a en face de nous, au Mercosur, une puissance agricole très forte. Et donc, effectivement, en 2007, on avait des prix mondiaux qui étaient très élevés, et le Mercosur était en excédent par rapport à l'Union européenne. Et puis, il y a aussi quand même de l'énergie, le prix de l'énergie qui rentre en jeu. Là, voici les exportations de l'Union européenne vers le Mercosur. Alors, l'Union européenne a 28 pays. J'ai en fait utilisé cette statistique, ça m'était beaucoup plus rapide de le faire, et je trouve que ça ne change pas beaucoup les conclusions. On divise en fait ces exportations de l'Union européenne vers le Mercosur entre nourriture et agroalimentaire, disons, mines, énergie et produits manufacturés. Et vous voyez que les exportations européennes vers le Mercosur sont très majoritairement des produits manufacturés. Et donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a des droits de douane qui sont élevés au Mercosur, et donc on peut s'attendre, si ces droits de douane sont annulés, à un effet sur ces exportations de produits manufacturés. Si on fait le même graphique pour le Mercosur, donc les exportations du Mercosur vers l'Union européenne, vous voyez que c'est différent. En fait, dans les années 60 et 70, il y avait une majorité de ces exportations qui étaient constituées d'agroalimentaire. Ça s'est un petit peu tassé depuis. C'est en dessous, c'est entre 40 et 50% des exportations du Mercosur vers l'Union européenne. Et il y a quand même eu une croissance de la part des produits manufacturés.
mais avec quand même une stabilité à environ 30% de ces exportations qui sont des produits manufacturés. Si je regarde, si j'essaye de décomposer les produits manufacturés qui sont exportés par l'Union européenne, donc là, je me concentre uniquement sur les produits manufacturés et donc ce sont les exportations Union européenne vers le Mercosur, donc je ne prends pas l'agroalimentaire, etc. C'est en moyenne sur 2019, 2020, 2021 pour avoir en fait quelque chose qui est plus représentatif. On voit en fait ce qui est très exporté par l'Union européenne, chimie, produits chimiques, machines, équipements, véhicules à moteur, machines électriques, et puis aussi quand même de l'agroalimentaire. Si on regarde maintenant, si on fait la même chose pour le Mercosur vers l'Union européenne, mais comme le Mercosur en fait exporte beaucoup d'agroalimentaire et quand même des produits manufacturés, j'ai pris ces deux groupes. Donc, j'ai juste enlevé mine et énergie et j'ai regardé les produits qui étaient très exportés par le Mercosur. Sont des produits alimentaires et des boissons notamment, et puis de l'agriculture, des produits agricoles. Et puis, il y a des produits, des métaux et des produits métalliques de base, et puis du pétrole et du gaz naturel. Donc ça, c'est évidemment, ça nous permet d'avoir une vision quand même de ce qui est exporté par les deux entités vers l'autre entité. Alors, un point très intéressant, c'est le niveau des droits de douane qui sont appliqués aux importations. Donc, en bleu, vous avez les droits de douane du Mercosur et en rouge, vous avez les droits de douane de l'Union européenne. Tout en bas, vous avez la moyenne. Et donc, ce qu'il y a de très intéressant, et c'est un argument quand même qui est central, c'est que le droit de douane moyen appliqué par le Mercosur est très élevé, il est proche de 10%, alors que le droit de douane européen est à 2,5% environ. Et donc, ça veut dire que, bien évidemment, si cet accord va se traduire par une annulation sur la plupart des produits des droits de douane, les droits de douane sont plus élevés au Mercosur et donc mécaniquement, il y aura davantage de création de commerce dans le sens Union européenne-Mercosur. Il va y avoir une tendance très forte là-dessus. Alors c'est vrai particulièrement pour les véhicules à moteur, l'électrique et le textile. Et puis, par contre, pour l'agroalimentaire, c'est le seul secteur où les produits européens sont en moyenne plus taxés au niveau des frontières que les produits agroalimentaires ne le sont au niveau du Mercosur. Donc, il y a cette exception. Mais en fait, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'effectivement, on s'attend à quelque chose qui est assez équilibré au niveau agroalimentaire, mais qui pourrait jouer en faveur du Mercosur si je regarde en fait essentiellement les exportations, la création d'exportations. Et par contre, dans l'industrie, on s'attend effectivement à davantage d'exportation de l'industrie de l'Union européenne vers le Mercosur, de produits industriels, de produits manufacturés. Alors, le contenu de l'accord, le voici. Donc, en fait, au niveau du commerce, on pense on veut éliminer sur 10 ans 91% des droits de douane imposés par le Mercosur sur l'Union européenne. Et puis, dans l'autre sens, on éliminera 92% des droits de douane appliqués par l'Union européenne sur le Mercosur. Donc, c'est pratiquement identique. Ce sont des nombres de produits, donc peut-être qu'il y a des produits qui sont plus importants en valeur, hein, donc il faut faire attention à l'interprétation de ces 91% et 92%. Alors, il y a des produits sensibles dans lesquels la libéralisation sera limitée. Il y aura ce qu'on appelle des quotas tarifaires qui sont mis en place. Donc, un quota tarifaire, c'est une certaine quantité, par exemple, de viande, qui va bénéficier d'un droit réduit et qui va être donné au pays de l'autre partie. Donc, ils pourront exporter à l'intérieur de ce quota à un droit réduit et ils pourront effectivement aller au-delà de ce quota, mais à ce moment-là, ils paieront le droit normal, ce qu'on appelle le out quota tariff rate. Donc, ça sera mis en place en 10 ans avec une augmentation progressive des quotas, mais qui resteront limités. Tout simplement parce que, par exemple, pour la viande bovine,
le droit, effectivement, sera de 7,5% dans le quota, mais alors que le droit sur la viande bovine, il est beaucoup plus élevé en dehors du quota, hein, sur une importation normale. Il doit être aux alentours de 40-50%. Et ce quota est très petit, puisqu'il est de 99 000 tonnes de viande bovine pour l'Europe par an. Ça représente que 1,6% de la production totale de l'Union européenne. Donc c'est très faible. Et c'est pareil pour la volaille, le sucre, le riz, pour l'éthanol. C'était les produits sensibles sur lesquels les Européens ont voulu protéger, avoir en fait des garanties. Elles ont été accordées. Et donc, il est quasiment impossible d'avoir une déstabilisation de ces marchés agricoles avec, alors il y aura peut-être une petite perturbation, mais vous voyez que ce sont des proportions qui sont très faibles. Et d'autre part, je voudrais insister sur le fait qu'il y a des clauses de sauvegarde. C'est-à-dire, s'il y a effectivement, dans l'accord, il y a une clause de sauvegarde qui stipule que si il y a une augmentation très forte des importations dans un secteur et que cette augmentation très forte des importations venant de l'autre partie met en cause la stabilité du marché, eh bien, on peut appliquer des tarifs qui sont des tarifs de sauvegarde, et ce qui veut dire que, effectivement, on rajoute en fait une sécurité pour les producteurs. Donc, voilà, il y a effectivement des garanties qui sont données aux producteurs et qui sont des garanties que je trouve fortes. Alors, l'accord contient des droits de la propriété intellectuelle, donc ça c'est important, les droits d'auteur. Il y a aussi un alignement des réglementations concernant les brevets, ce qui est important. Et ces droits d'auteur sont alignés, par exemple, avec les standards européens. Donc, on sait plutôt, le Mercosur va s'aligner sur les standards européens plutôt que l'inverse. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant aussi pour les Français, c'est qu'il y a une reconnaissance d'appellation d'indication géographique protégée. Et alors, vous voyez la liste. Alors, moi, comme je suis charentais, j'ai mis le beurre des Charentes, bien évidemment, et les huîtres marraines d'Oléron. Mais donc, en fait, donc, ce sont des appellations qui vont être conservées. Donc, les producteurs de ces produits en Amérique du Sud ne pourront pas prendre ces appellations. Et on a démontré récemment par une étude du CEPI très détaillée et très fouillée que ça permettait aux producteurs surtout d'augmenter leur prix de manière significative. Et donc, c'est très intéressant pour les producteurs de bénéficier de ce genre pas de protection, mais de réglementation. Il y aura une libéralisation dans les services, et donc on va faciliter l'accès des fournisseurs de services européens au Mercosur et du Mercosur à l'Europe. Il y aura aussi un accès au marché public. Donc, quand on lancera un marché public, il faudra traiter de la même façon en France. Le gouvernement devra accorder le même traitement aux fournisseurs de services français, aux fournisseurs européens, mais aussi aux fournisseurs du Mercosur. Et vous voyez que, en fait, là aussi, c'est un point important parce que si vous vous souvenez des chiffres sur les exportations de services, eh bien, il y a un grand avantage au niveau des services du côté européen. Donc là aussi, c'est un point qui est positif. Il y a des clauses sociales. Ce sont des accords nouvelle génération. Donc, on s'engage à respecter les conventions clés du Bureau international du travail, donc notamment prohibition du travail forcé, du travail des enfants, etc., etc. Donc ça, ce sont des points importants. Il y a un mécanisme de règlement des différends qui est mis en place et qui signifie que si une partie n'est pas contente dans l'application de l'accord, il y aura un mécanisme comme l'Organisation mondiale du commerce pour régler ce différend, on pourra porter plainte et il y aura un panel qui se réunira et il pourra y avoir une demande de retrait d'une mesure et sinon, en fait, on pourra effectivement exercer des représailles proportionnées. Et puis, il y a des règles d'origine pour être sûr que quand un produit vient d'Amérique du Sud, par exemple, et rentre en Europe, il a bien été, en tout cas, il y a eu une création de valeur suffisamment importante pour ce produit en Amérique du Sud. Ce n'est pas un produit qui viendrait d'un autre pays et qui transiterait
par l'Amérique du Sud pour être réexportés vers l'Europe et bénéficier de l'annulation des droits de douane. Donc, il y a des règles aussi d'origine. Et donc, je peux vous donner en fait des évaluations des conséquences de l'accord. Vous voyez que le PIB de l'Union européenne, il augmente très peu. C'est une étude de la London School of Economics. Nous, on a fait une étude, mais qui date un petit peu, parce qu'on nous avait demandé de la faire au CEPI. On utilise exactement le même genre de modèle. Enfin, c'est un modèle différent. Bien évidemment, celui du CEPI est meilleur. Mais en fait, vous voyez que l'impact macroéconomique est très faible. Il sera plus important au niveau du Mercosur, et ça c'est normal parce que dans un accord commercial, c'est toujours le petit pays qui bénéficie d'une création de commerce très forte. Donc avec cette création de commerce très forte, parce qu'il y a un grand marché qui s'ouvre à lui, il y a effectivement un impact positif sur l'activité qui est plus fort. Mais ça reste effectivement, chaque année, le PIB sera plus élevé de 0,1% dans l'Union européenne et de 0,3% au Mercosur. Donc, vous voyez que ce n'est pas un impact énorme. Les exportations totales de l'Union européenne vers le monde seront augmentées de 0,4%. Et puis, dans le Mercosur, ça dépend des pays. Ce sera relativement important au Brésil et un peu moins au Paraguay, de toute façon, a une capacité productive qui est plus faible. Et puis l'impact, même, on regarde l'impact sur les salaires. On sait que les accords de libre-échange sont plutôt bons pour baisser les prix. Donc, il y aura un gain de pouvoir d'achat, mais qui sera réduit. Au niveau de l'Europe aussi, mais ce sera vraiment proche de zéro. Donc, on peut dire que… voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez être déçu par ceci, mais il faut bien voir que par secteur, ça peut être différent. C'est-à-dire que la France est quand même une économie de services. Il y aura une augmentation des exportations de services, mais qui seront assez faibles. Et donc, l'essentiel de l'activité, l'essentiel de l'accord va créer du commerce sur les biens manufacturés et sur les biens agricoles. Et donc, l'impact sur le PIB du pays sera relativement faible. Là, vous avez effectivement une évaluation des impacts sectoriels. Alors, vous voyez qu'effectivement, on s'attend à, et on obtenait exactement le même résultat au niveau de notre étude. Dans le secteur de la viande bovine, en fait, on va avoir un fait majeur qui est l'augmentation des importations de l'Union européenne en provenance du Mercosur. Elles vont augmenter significativement, mais en fait, ça représente, comme c'est un niveau d'importation de toute façon faible, 30% appliqué à une valeur très faible, ça représente qu'une faible partie de la production de l'Union européenne. Et donc, on a évalué à une baisse de la production de l'Union européenne en diminution donc de 0,7 à 1,2%. Donc, vous voyez que c'est relativement faible. Par contre, si je regarde, alors de la même façon, dans l'industrie, au niveau des voitures, on s'attend effectivement à des exportations qui augmentent, qui vont doubler, ou un peu plus que doubler, avec un impact sur la production de l'Union européenne de 0,5 à 0,6%. Alors ça, comme ça s'applique à une valeur qui est forte, la production automobile en Europe, c'est quand même une valeur qui est substantielle, eh bien ça crée quand même de l'activité en termes d'euros créés. Donc vous voyez qu'effectivement, on aura un accord qui sera un peu voiture contre viande bovine, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas que le secteur de la viande bovine qui va être affecté. On aura dans l'ensemble des secteurs industriels un impact positif, par exemple sur les boissons, les vins et spiritueux, les produits laitiers, chimie, pharmacie, voitures, équipements automobiles. On aura un impact positif. Ce sont des modèles qui sont plutôt conservateurs, tout simplement parce qu'on ne veut pas vendre des choses qui seraient trop amplifiées par rapport à la réalité. Donc, c'est plutôt conservateur en termes d'estimation d'impact. Alors, en matière environnementale, il y a des craintes sur l'accroissement des émissions de gaz à effet de serre. C'est lié à l'utilisation des terres et le fait que ça va avoir un impact sur la production de soja dans le Mercosur et l'élevage bovin. Mais je voudrais dire que le soja rentre déjà avec un droit nul. Et puis l'élevage bovin, il y aura un quota faible. Donc en fait, notre modèle, par exemple au CEPI, il relie les émissions de gaz aux variations d'activité
et on aboutit à des augmentations d'émissions de gaz à effet de serre qui sont très faibles, qui sont de l'ordre de 1%. Et puis, je voudrais dire aussi qu'il y a un règlement zéro déforestation qui est aujourd'hui en mesure d'être adopté à la fin de l'année. Il devait être appliqué au début de l'année. Et donc, ça veut dire qu'a priori, on ne pourra plus importer au niveau de l'Europe des produits qui ont donné lieu récemment à de la déforestation. Et il y aura un traçage important de ces produits. On parle aussi beaucoup des normes sanitaires. Les normes sanitaires ne bougeront pas en Europe sur la consommation, sur les produits qu'on consomme. Donc les OGM, il y a un certain nombre d'OGM qui sont interdits dans l'Union européenne. Ils ne pourront toujours pas être importés. Les teneurs maximales en résidus de pesticides vont toujours être conservées. Et la viande qui a été élevée avec des hormones de croissance sera toujours interdite. Donc là aussi, c'est un faux débat. Le CETA a donné lieu à la même crainte. Et en fait, il n'y a pas eu de bœuf aux hormones canadien qui est rentré en Europe. En fait, les importations de bœuf en provenance du Canada n'ont pas augmenté, tout simplement parce que les exploitations canadiennes agricoles n'ont pas voulu faire un traçage, partager leur exploitation entre bœuf aux hormones, bœuf non élevé aux hormones. En fait, ils ont gardé leur exploitation entièrement avec des activateurs de croissance. Et ils ont décidé plutôt que de bénéficier de l'ouverture du marché européen, d'exporter leur bœuf aux hormones vers l'Asie. Donc, il n'y a pas de crainte de ça. Les normes de production, ça concerne, on ne peut pas imposer des normes de production aux pays du Mercosur, ça c'est impossible. Les clauses miroirs, c'est un débat qui est totalement impossible. On ne peut pas, si on interdit un pesticide spécifique dans la culture en Europe, on ne peut pas l'imposer aux pays du Mercosur. C'est tout à fait impossible. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire, dans ces cultures qu'on importe, on va mettre en place un seuil maximal de tolérance de ce pesticide, et si un produit est au-delà, eh bien, il sera arrêté à la frontière. Donc voilà, mais les clauses miroirs, c'est impossible d'imposer des normes de production à un autre pays. Il y a des contrôles qui sont faits, on peut bien évidemment les renforcer, et ça, on pourra en parler. Je vais me dépêcher pour finir. Je voudrais juste finir, en fait, en conclusion. La réindustrialisation est un thème important en France, donc je crois aussi que on voit bien que c'est un accord qui favorise en partie l'industrie française et l'industrie européenne. Il y a aussi le thème de la résilience qui est important. Et aujourd'hui, avec la nouvelle administration américaine, c'est un thème qui est encore plus important. Il faut réduire les dépendances commerciales. Il faut donc diversifier les destinations des exportations et les sources d'approvisionnement. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, le Mercosur n'a aucun accord avec les États-Unis et aucun accord avec les pays d'Asie. Donc, on aura une présence politique et économique plus forte si on signe cet accord. Sur l'environnement, par exemple, les dénonciateurs de cet accord en termes d'environnement ont en fait comme contrefactuel un monde parfait où il n'y aurait plus d'émissions de gaz. Il faut bien voir que si on signe cet accord, l'Union européenne pourra faire pression sur la déforestation au Mercosur, alors que si on ne le signe pas, ce qui va se passer, c'est bien évidemment, c'est que la Chine va signer un accord avec le Mercosur parce qu'il y a des minerais critiques, parce qu'il y a des produits agricoles, que des produits qui intéressent la Chine. Et la Chine fera aucun cas de la déforestation dans l'Amazonie. Il y a beaucoup de sécurités qui sont déjà en place. Et puis, il y a bien évidemment un accès au marché aux minerais critiques, puisqu'il y a beaucoup de minerais critiques dans ces pays. Je vous ai mis en fait les effets du CETA depuis 2017, l'accord avec le Canada. En fait, les exportations européennes se sont accélérées vers ce pays. En fait, un accord commercial, ça permet de faire ça, justement. Et je voudrais dire qu'elles ont augmenté que de 4,3% en croissance en rythme annuel à 4,9% aujourd'hui. Mais ça, c'est parce que le Canada avait initialement des droits de douane très modérés, ce qui n'est pas le cas du Mercosur.
Donc, on pourra avoir une accélération plus forte des exportations européennes vers le Mercosur. Voilà, donc ce que je voudrais dire, c'est qu'on admet que l'accord Mercosur-Union européenne aura un impact sur les agriculteurs français, notamment les éleveurs, mais cet accord devrait avoir un impact modéré. Et puis, alors maintenant, effectivement, c'est ce que disait Alain tout à l'heure, il y a des pays qui vont s'opposer à l'adoption de cet accord. Je pense que ce sera le cas de la France. Malheureusement, vous avez deviné finalement mon avis sur cet accord. Il y aura peut-être aussi la Pologne qui va s'opposer. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas finalement, en tout cas, un débat moins passionné sur la question. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, Antoine, pour cette présentation très complète et très documentée du sujet. Donc, effectivement, je pense que, comme on le voit souvent, l'examen des chiffres, des données exactes, permet de tempérer beaucoup de choses, mais bon, voilà, le débat politique est tel qu'il est, donc il est parfois difficile à maîtriser. Mais je pense qu'il y a des questions. Je vois que Jean-Christophe a une question à lever la main, mais il y en a peut-être d'autres, mais Jean-Christophe peut ouvrir le feu. Ouais, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, bonsoir Antoine. Merci, c'était très clair, c'était très riche. Il y a beaucoup de choses intéressantes, notamment le sujet du vocabulaire pro ou anti-mondialisation, même si c'est un sujet périphérique, il faudra qu'on revienne là-dessus, sur les programmes politiques. Pour coller au Mercosur, il y a une info à ne pas perdre de vue, à mon avis. On voit bien que, comme vous le disiez, c'est un peu marchandise contre alimentaire dans l'autre sens. Dans la perception du Mercosur, c'est que ce facteur arrive dans une profonde crise agricole, dans une crise existentielle, et le milieu rural se dit, bon, il y a encore ça en plus, et il ne faut pas oublier qu'on a eu une percée récemment de la coordination rurale. Bon, moi j'ai vu leur tract de campagne, c'est du Trumpisme, hein. On ne parle pas d'écologistes, on parle d'escrolos, ils se nomment eux-mêmes le gilet pare-balles des agriculteurs, donc il y a un activisme très fort, une peur très forte des agriculteurs, aussi à cause du changement climatique, donc il y a de vrais facteurs derrière, mais qui biaisent le débat. Voilà, et je pense qu'on a mal expliqué les possibilités de compensation ou de transfert supplémentaire ou de quotas. Voilà. Et on se perd un peu dans cette réaction en bloc d'un monde rural qui sait se faire remarquer, quoi, avec des gros tracteurs, bloquer Rungis, etc. Voilà. Oui. Antoine, j'attends plusieurs questions ou... Non, allons-y. Alors, en fait, merci pour l'étude sur les programmes politiques. Elle est accessible sur des 4 pages, donc qui sont très simples et très courts, parce qu'on a des documents de travail qui font 90 pages, qui sont très complets, mais il y en a aussi en accès libre au CEPI, sur le site du CEPI, une lettre qui explique en fait les principaux résultats et qui simplifie beaucoup tout le travail de recherche, parce que c'est un travail de recherche qui nous a pris 1 an et demi pour en fait relier, je crois que c'est ce qui vous intéresse, le vote anti-mondialisation est lié à des industries qui ont été concurrencées par les importations au niveau local. Et au contraire, dans les régions, dans les départements, même en dessous des départements, sur des zones géographiques plus précises, lorsqu'il y a beaucoup d'industries exportatrices, eh bien, au contraire, on vote moins anti-mondialisation. Il y a d'autres facteurs, bien évidemment, qui rentrent en jeu là-dedans. Sinon, vous avez tout à fait raison. Le problème, c'est que ça arrive au moment d'une crise agricole. Et d'ailleurs, on le voit sur les normes. En fait, le problème des normes, ce n'est pas le problème de l'accord Union européenne-Mercosur. Par contre, c'est un problème à l'intérieur de l'Europe. Il y a en plus des normes européennes qui sont très nombreuses, alors qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, parce que je crois qu'il y a une demande effectivement de normes appliquées à l'agriculture, mais il y en a beaucoup. Et puis en plus, il y a des États qui en rajoutent. Donc en France, on en rajoute. Et en plus, on a un contrôle plus important sur ces normes. C'est-à-dire que les agriculteurs, par exemple français, c'est vrai, sont, par rapport aux agriculteurs, par exemple, de pays de l'Est, ils ont plus de normes et surtout, ils ont des contrôles qui sont plus systématiques. Donc c'est vrai que c'est difficile pour eux. Mais ce n'est pas l'accord Union européenne-Mercosur qui… Oui,
Non, non, mais de toute façon, on est bien l'analyse qu'on avait faite nous aussi, c'est qu'il y a une crise profonde du monde agricole et on est tous bien placés, les uns et les autres, plus ou moins, mais certains en tout cas très bien placés pour en juger. Mais ça n'a rien à voir avec le Mercosur ou avec le CETA d'ailleurs. Mais le problème, c'est que la, la- la conjonction temporelle fait qu'on se concentre là-dessus. J'ai vu qu'il y a une question de Sarah, puis ensuite de Léona, mais Sarah d'abord, et levez la main à la première, la deuxième. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre exposé. Je rejoins Jean-Christophe sur la richesse voilà, des informations statistiques. Moi, j'ai une réflexion qui m'a fait sourire, surtout sur le slide qui concernait les droits de douane et la remise à zéro. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et puis, c'est complètement dans l'ordre du jour de ce qui se passe avec Trump. Enfin là, aujourd'hui ou hier, je ne sais pas, qui parle de réciprocité des droits de douane. En fait, lui, il va probablement obtenir la réciprocité sans avoir à signer des accords de libre-échange. Parce que déjà, l'Inde a l'air d'être complètement inféodée, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a baissé sa garde complètement sur les droits de douane. Ça, c'est une première réflexion. Et l'autre, c'est une question qui m'a aussi interpellée, et je pense qu'effectivement la logique électoraliste des partis politiques rentre complètement dans cette brèche ouverte sur le pessimisme en fait des Français sur la mondialisation et le peu de crédit qu'ils lui accordent. Là, les 34% que vous évoquiez contre les 66%, si je me souviens bien, d'opinion positive plutôt de la majorité des Européens. Donc ça, c'est vraiment un chantier hyper important. Je pense aussi à la fabrique par rapport à ça. Et par rapport à ce que vous faites, vous, au CEPI, je serais intéressée de savoir si vous avez en fait déjà mesuré la part justement de fantasmes qui alimentent ce pessimisme versus quels sont les outils de mesure qu'on a là actuellement pour vraiment tordre le cou d'une certaine manière à cette idée et démontrer aux Français que leur pouvoir d'achat, leur niveau de vie, de manière globale, si c'est le cas, je pense que c'est le cas, a plutôt bénéficié de la mondialisation plutôt que l'inverse. Premier point. Et quel est le relais, je pense, en termes lobbying et marketing qu'on pourrait utiliser pour communiquer et renverser la tendance d'opinion, parce qu'il faut quand même essayer de contrer la vague des partis, enfin, je pense. Voilà. Alors, merci beaucoup pour ces questions que j'apprécie beaucoup. Alors, sachez que concernant Donald Trump et ses menaces de droits de douane, on travaille actuellement au CEPI sur la définition de représailles au niveau européen. Tout simplement parce que on sait que la Commission européenne travaille aussi de son côté. On va avoir un échange. Je pense qu'on va avoir dans les jours qui viennent une déclaration commune du Conseil d'analyse économique et du German Council of Economic Advisors, Economic Experts. Et donc, on va fournir en fait un certain nombre d'estimations que nous avons faites. En fait, on montre qu'on peut exercer des représailles qui auront pour impact de faire mal, d'infliger du tort à l'économie américaine. Alors, nous, on conseille en fait aussi de mettre en place des tarifs, alors de faire une réponse compatible avec l'OMC. Alors, on pourrait parler longuement de ça, mais je pense que c'est important, tout simplement parce que, justement, je pense que Trump se situe hors OMC. Complètement. Et je crois que même si ça paraît un peu délicat de dire il faut rester dans ce cadre, puisqu'on n'est plus beaucoup à le respecter, enfin, il y a quand même, d'après une évaluation récente, il y a encore plus de 80% du commerce mondial qui se place dans un cadre OMC. Hein, c'est une évaluation de certains économistes qui vient d'être publié. Donc en fait, on conseille on a mis en place une liste négative de produits
que l'Union européenne devrait éviter de taxer à l'importation, tout simplement parce que l'Union européenne est sur ses produits dépendante du reste du monde. Donc ça pourrait mettre en cause la résilience de l'économie européenne, tout simplement parce qu'il y a peu de fournisseurs de ces produits et il y a c'est très concentré et il y a peu de substitutions possibles. On ne peut pas trouver d'autres fournisseurs. Donc, on dit, ben voilà, il y a un certain nombre de produits qu'il faut éviter. Et puis, sur les produits qui restent, on en a établi environ 1500 pour lesquels l'Union européenne représente plus de 20% des exportations totales américaines. Et donc, ça ferait mal. Voilà, donc on travaille sur ça. Et en fait, on a évalué le droit de douane sur tous ces produits qui devrait générer la même perte de commerce pour les Américains qu'ils vont nous faire subir avec les droits de douane dont ils nous menacent. Donc, on travaille sur ça, sur ceci, et je pense que c'est un point important parce que je pense véritablement que l'Union européenne a la capacité d'exercer des représailles et de s'opposer en fait à ce diktat américain. Alors, je ne prends pas bien évidemment en compte les considérations géopolitiques. Il y a des économistes français dont je suis proche, que j'aime beaucoup, avec qui j'ai beaucoup travaillé dans les années qui viennent, notamment Xavier Rago, qui dit tout simplement que les États-Unis sont en train de monnayer leur domination militaire. Donc ça, je ne le prends pas en compte dans ces considérations. Oui, bien sûr, on reste dans le domaine économique. Voilà. Et puis, alors, pour le pessimisme des Français vis-à-vis de la mondialisation, en fait, sachez qu'il y a une grande entreprise exportatrice française qui nous a demandé de faire une enquête sur l'impact des accords de libre-échange sur les exportations françaises et les exportations européennes sur 40 années, pour donc baser sur ce qui s'est passé au cours de ces 40 années en prenant en compte tous les accords que l'Union européenne a signés. Donc, on va initier cette étude qui va… alors, j'annonce les résultats à l'avance, ne croyez pas qu'ils sont déjà faits, et c'est tout simplement parce que c'est une étude qui a déjà été faite régulièrement par les économistes, mais appliquée à d'autres zones. Mais déjà, il y a une étude un peu ancienne qui l'a montré pour l'Europe. Effectivement, les accords de libre-échange permettent une augmentation des exportations, c'est fait pour ça, hein. Et donc, on va montrer que ça a un impact effectivement positif sur les exportations françaises et sur l'activité en France. Donc voilà, on essaye de communiquer là-dessus. On avait fait, il y a 4-5 ans aussi, on avait estimé le gain de pouvoir d'achat lié aux importations. Par exemple, quand on importe des vêtements d'Asie, ils sont beaucoup moins chers que s'ils étaient fabriqués en France. Et donc, ça donne un gain de pouvoir d'achat. Et donc, on a effectivement un gain de pouvoir d'achat qu'on avait estimé à plusieurs milliers d'euros par an pour chaque ménage français. D'accord, parfait, merci beaucoup. Simplement, vous quand même, pour rester quand même objectif, parce que je pense qu'il faut rester crédible, est-ce qu'à un moment donné, il y a une clé de pondération sur l'aspect désindustrialisation en France quand même, parce que je veux dire, voilà, c'est une histoire de vase communicant quand même. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il ne faut pas occulter du débat l'aspect négatif aussi de l'importation alors je ne sais pas si c'est le PIB, je ne suis pas du tout économiste, donc je ne sais pas du tout comment. Non, sur l'activité industrielle, vous avez raison. Donc ça, on le mesure et par exemple, on a regardé avec des données individuelles le parcours en France de licenciement de masse suite à des importations. Et donc, on montre effectivement qu'une des contreparties effectivement, de la mondialisation, c'est qu'il y a des zones et des entreprises très marquées par des grosses entreprises qui ont été affectées par les importations, qui ont procédé à des licenciements de masse. On a pu suivre les individus et c'est effectivement des individus dont on a chiffré une perte de revenus, une obligation de bouger dans un autre endroit. Et donc ça, on en rend compte aussi, hein. Donc on n'est pas biaisé pour la mondialisation. Oui, c'est aussi une des raisons du vote Trump dans certaines régions
les États-Unis, comme la Dust Belt, etc. Donc, Tout et à je fait. pense que Benoît Blanquet souhaite poser une question, j'imagine, dans le domaine agricole, mais Benoît, c'est à vous. Ah, appuyez sur votre... Oui, pardon. Bonjour. voilà, Merci pardon. beaucoup, Monsieur Bouet, pour votre présentation. Moi, je suis Ilona Blanquet, je travaille à l'Institut de l'élevage à Paris, au service économie des filières. Donc, je voulais revenir un petit peu sur votre présentation et apporter quelques éléments complémentaires pour un peu nuancer le tableau. Donc, en fait, c'est vrai que le quota qui est prévu au niveau de la viande bovine dans l'accord de Mercosur peut sembler peu important par rapport à la production européenne de viande bovine, mais il faut savoir que le Mercosur, en fait, comme beaucoup de grands pays exportateurs, en fait, distribue sa viande en fonction de quel marché sera le plus intéressant pour lui. Donc, on sait que en fait, le Mercosur va donc faire de la viande désossée, puisque c'est déjà ce qu'ils font en fait aujourd'hui, et qu'ils enverront en fait toutes les pièces nobles sur les marchés les plus rémunérateurs, donc en Union européenne où nous avons les prix les plus élevés pour ce type de produit. Donc en fait, il ne faut pas considérer le volume de viande bovine du Mercosur de son contingent comparé à la totalité de la production européenne, mais comparé aux 15% de production d'aloyaux qu'on a en Europe. Et donc, en fait, il ne s'agit pas d'avoir 1,6% de viande en plus, il s'agit d'avoir 11% de viande d'aloyaux, les viandes les plus haut de gamme des bovins, en plus sur le marché européen. Donc ça, c'est important de le dire, parce qu'en fait, ça change quand même les proportions des volumes qui vont rentrer sur le marché. Et donc, nous, en fait, on considère que c'est plus 11% de volume d'aloyaux sur le marché européen peuvent réellement amener une déstabilisation en fait, des producteurs européens. D'autre part, c'est pas qu'une question de survie pour le milieu agricole européen, c'est une question de santé pour les consommateurs européens. Comme vous le disiez, on a un certain nombre de normes en Europe. Les consommateurs européens, ils sont attachés au fait de manger des produits sains. On le voit bien puisque voilà, de façon régulière, ces 20-30 dernières années, on a eu plutôt tendance à rajouter des normes de production et c'est très bien à la fois pour l'environnement en Europe et pour les consommateurs. Mais en fait, au niveau du Mercosur, ils n'ont pas les mêmes normes, vous l'avez dit, on ne peut pas leur imposer de produire comme nous. Comment est-ce qu'on peut protéger le consommateur européen de produits qu'on pourrait importer qui contiendraient des hormones, par exemple? C'est interdit en Europe depuis 1990 et des antibiotiques comme activateurs de croissance qui sont interdits depuis 2006 en France, donc depuis quasiment 20 ans. Et ça, c'est un gros problème parce qu'en fait, on impose aux agriculteurs européens des normes de production élevées qui font que leurs produits sont chers et on va les mettre en concurrence avec des produits qui viennent de l'étranger qui ont des normes moins importantes. Et on peut mettre en danger la santé du consommateur européen puisque ce n'est pas pour rien qu'on a interdit les hormones et les antibiotiques comme activateurs de croissance. On va mettre en danger le consommateur. Et ça, c'est vraiment dommage. Et quelque part, c'est comme un peu une schizophrénie, quoi, en fait, si vous voulez, où le consommateur, on sait qu'il est exigeant en Europe et en même temps, on va lui proposer des produits moins chers et moins disants. Et voilà, c'est pour nous, en fait, on estime que le débat, il va bien au-delà des difficultés financières qu'auraient les éleveurs en Europe. Il concerne vraiment tous les consommateurs. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup pour cette... J'avais entendu parler il y a un moment de ce problème au niveau des aloyaux. Donc, effectivement, si on a un quota qui représente 11%, je crois, c'est ça, de la production au niveau des aloyaux, on a une possibilité de déstabiliser le marché. Donc ça, c'est vrai. Bon, la viande non hormonée uruguayenne ou argentine peut être aussi très bonne. Hein, donc, c'est aussi un produit qui peut être de très, très bonne qualité. Mais vous avez raison, en fait, il y a une question de santé publique derrière. Et c'est une question à laquelle on est très sensible en Europe. Et alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait,
il me semble que ce n'est pas l'interdiction d'importation. En fait, on n'a pas le droit d'importer des produits qui ont été élevés avec des hormones de croissance. Et effectivement, le problème, je pense, ce n'est pas d'interdire l'importation, c'est de renforcer les contrôles et d'avoir des contrôles qui sont beaucoup plus importants, non seulement aux frontières, mais ce que fait aussi l'Union européenne, c'est qu'elle va dans les exploitations agricoles d'Amérique du Sud pour vérifier en fait les produits qui sont exportés vers l'Union européenne, s'ils respectent effectivement le cahier des charges au niveau des consommateurs. Donc, je pense que c'est sur cet axe qu'il faut travailler et je pense que c'est important. Si je vous donne l'exemple quand même du CETA, c'est aussi pour dire qu'on avait beaucoup de craintes au niveau du CETA d'avoir un accord qui allait permettre une invasion de bœuf élevés aux hormones de croissance, et ça ne s'est pas manifesté du tout simplement parce que qu'il y a quand même… moi, ce que je trouve, c'est que c'est un peu un faux problème, c'est-à-dire que je trouve que le problème, il vient davantage de ce qu'il y a peut-être… Il y a beaucoup de normes, c'est normal, c'est très bien. Il y en a peut-être trop, c'est ce sur quoi insiste le rapport Draghi, par exemple. Et surtout, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a une partie des agriculteurs européens qui sont davantage contrôlés qu'une autre partie. C'est ça qui me semble très injuste. Et en fait, c'est là où l'intensité de la concurrence des produits étrangers est très forte. Il me semble que la concurrence qui vient des pays d'Amérique du Sud ou du Canada, elle est très faible au niveau de la filière bovine. Alors peut-être que sur un produit comme la Loyau, potentiellement, elle pourrait devenir plus importante. Donc, Oui. j'accepte. Aujourd'hui, en fait, les importations sont un peu limitées par les droits de douane qui sont relativement importants sur la viande bovine. Le Canada, en fait, c'est vrai qu'ils ont choisi de ne pas venir beaucoup sur le marché européen parce que le marché américain est aujourd'hui tellement en demande que le flux, en fait, sont vraiment concentrés sur cette zone géographique parce que les Américains, voilà, ont baissé leur production et ont des besoins. Et puis, il n'y a pas le même niveau de rigueur Bien sûr. entre le Canada et le Brésil. Moi-même, je me suis déplacée au Paraguay. J'ai visité un élevage qui était pourtant un élevage vitrine parce qu'on l'a fait visiter à des Européens spécialistes de la production de viande bovine. Donc, autant vous dire que voilà, ils savaient qu'il fallait qu'ils nous montrent ce qu'ils avaient de plus beau. Bon, nous, on a vu les sacs d'aliments avec voilà, des produits antibiotiques qui sont sur les sacs d'aliments, alors qu'on est allé dans un élevage vitrine, hein, si vous voulez. Il y a également eu un déplacement des députés européens qui se sont rendus au Brésil et dans d'autres pays du Mercosur pour voir les conditions de production, qui ont eux-mêmes admis, qui ont rendu un rapport là-dessus, que ce sera extrêmement difficile en fait de contrôler. Donc, en fait, moi, je ne suis pas du tout de façon idéologique contre les accords de libre-échange. Je dis juste que là, dans le cas du Mercosur, en fait, il y a eu des problèmes de scandale sur les certificats sanitaires qui ont été signés à tort par les autorités sanitaires brésiliennes. Il y a des problèmes aujourd'hui d'utilisation des antibiotiques qui sont systématiques et on ne peut pas contrôler, en fait. Et je suis d'accord qu'on a un problème au niveau européen, qu'on ne peut pas contrôler suffisamment tous les produits qui viennent de l'étranger. Mais tant qu'on ne peut pas le faire, pourquoi se rajouter des contraintes en plus pour les consommateurs et des risques en plus, voilà. Et on se crée en fait une concurrence déloyale, alors que ce qu'on veut, c'est une production agricole modèle en Europe. Et en fait, on se tire une balle dans le pied finalement. Et quelque part, on trahit un petit peu les agriculteurs européens qui, eux, se sont mis aux normes, qui font des efforts tous les jours, etc., à qui on en demande toujours plus. Voilà. Donc, je pense qu'il faut quand même faire attention vraiment à ce sujet-là. Et je comprends que ce sujet, il ait pu mobiliser un certain nombre de personnes, y compris des personnalités politiques françaises. Après, je ne veux pas accaparer le débat, donc je laisse la place à d'autres pour leurs questions. Merci, non, merci. Je crois qu'effectivement, c'est un point important. Je pense que globalement, ce qu'on peut dire, c'est que macroéconomiquement, l'impact est très faible. Mais qu'il peut y avoir effectivement des répercussions dans certains secteurs, dans ce secteur, et la question du contrôle reste totalement entière. Elle peut être aussi, je pense qu'elle peut être traitée aussi. Ouais.
Et je vais vous mettre dans le chat le lien vers notre dossier qu'on a publié sur le sujet du Mercosur et de la viande bovine, puisqu'on a fait un déplacement là-bas en 2022 pour étudier leur production. Donc voilà, je vous l'envoie. D'accord. Si je peux me permettre, Alain, juste par rapport à ce que tu viens de dire, ça rappelle un peu le sujet de la finalisation de l'accord du Brexit, où on avait la pêche, qui était vraiment un sujet pointu qui crispait le deal. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. En fait, c'est un peu en décalage, c'est-à-dire qu'on arrive les médias ont tendance à amplifier le regard. Moi, je ne conteste pas du tout ce que vous me dites. J'ai téléchargé votre lien et je vais le regarder ce soir. Je ne conteste pas du tout ça. Je ne conteste pas du tout qu'il y a un problème au niveau de la filière bovine. Il me semble que dans la hiérarchie des priorités, ce n'est pas forcément l'accord Union européenne-Mercosur la chose la plus importante. Et je pense qu'il y a d'autres moyens, voilà, mais je l'ai déjà dit, que de refuser cet accord. C'est-à-dire que d'occulter en fait les effets bénéfiques de cet accord me semble un peu un débat dangereux. Voilà. Sarah, je crois que Sarah avait encore une question. Oui, moi, c'est une question pour Madame Blanquet, en fait. Je peux me permettre de greffer ma question à notre participant. C'était très intéressant ce que vous avez dit. Je voulais juste encore dans l'idée, et je comprends complètement le point, moi-même, je suis quand même assez concernée, même à tout niveau. On le voit aussi pour la décarbonation. On a le même sujet dans l'automobile. On est obligé de payer des gens comme Elon Musk des crédits carbone. Enfin bon, ça, voilà. Sur la logique de on se tire une balle dans le pied au niveau européen, sur certains sujets, je pense que c'est vrai que ça pose débat. Sur la problématique de l'impact sur la filière bovine, simplement pour bien comprendre, et aussi pour faire le départ entre une peur un peu peut-être excessive. Je comprends le sujet sur le Daloyau, mais si je peux parler en fait de manière un peu triviale, si on se dit que l'importation de ce type de viande du Mercosur répond quand même à un besoin, une demande intérieure. Si on considère que les consommateurs de la viande d'Aloyau sont des gens qui ont déjà un certain pouvoir d'achat quand même, et qui sont très vigilants, précisément sur les points dont vous nous alertiez, c'est-à-dire la qualité de la viande, etc. Est-ce qu'il faut vraiment craindre un afflux tel, si vous voulez, de viande dont j'imagine que la filière marketera bien les dangers sur la santé publique? Est-ce qu'on doit s'attendre à un appel d'air tel, vous voyez, au niveau de l'importation, si on prend le demandeur de base, le consommateur d'aloyaux européens? Est-ce qu'il va vraiment se tourner pour simplement une question de prix et être infidèle à la viande bovine européenne et française d'aloyaux? C'est juste pour... Alors en fait, cette viande... Oui, rapidement, pour pas avoir tout le débat. Oui, exactement. Donc rapidement, cette viande, on va principalement la retrouver sans doute dans la restauration. Donc c'est pas une viande qu'on va trouver au supermarché, ni dans les boucheries, ce sera dans la restauration. Et donc c'est des endroits où en fait, le consommateur fait son choix pour entrer dans un établissement restaurant, pas en fonction de l'origine de la viande. Donc, vous savez que c'est en général affiché tout au fond, à côté des toilettes, etc. C'est peu mis en avant. Les gens choisissent en fonction de la localisation, du budget, du type de nourriture qu'ils ont envie de manger. Et donc, en fait, la restauration, c'est vraiment un endroit où cette viande-là, on va la retrouver. Et les aloyaux, c'est justement en fait ce qu'on consomme, hein, l'entrecôte, le faux filet, etc. C'est ce qu'on consomme au restaurant. Et donc, c'est là qu'on va retrouver ce type de viande. Et donc, c'est un endroit où en fait le consommateur fait pas un choix conscient en fait du type de produit qu'il va manger. Voilà. Et puis d'autre part, si jamais on l'a retrouvé au supermarché, en fait, le producteur français n'a pas la possibilité de marketer dessus pour dire attention. Voilà, il ne pourra pas mettre un tampon dessus, sauf si c'est la FNSEA qui vient coller des étiquettes. Mais voilà, on espère qu'ils éviteront. Voilà, j'en reste là. Merci beaucoup. Non, c'est très clair.
Je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, monsieur, madame Poirier, vous ne faites pas. C'est pas la FNFCA qui viendrait en premier coller les étiquettes, hein, Je c'est crois l'autre. pas. Mais bon, je me Je crois permets. pas. Il y a quelqu'un qui a levé la main, donc monsieur Poirier, madame Poirier. Oui, bonjour, c'est Ah, madame. voilà, parce que je ne vois Euh, pas, comme je ne voyais pas la. non, mais c'est parce que j'ai mis Poirier tout court, en effet. Donc, c'est Laurence Poirier, il n'y a pas de souci, hein. Dites, alors moi, je reviens sur les slides là, de Monsieur Boué, que j'ai trouvé très intéressant. Par contre, il y a un slide où, pour moi, il a été vite passé. En effet, j'entends, enfin, je suis française, j'ai voyagé dans le monde et j'ai vécu dans plein de pays, mais je reste française quand même. Et en effet, et européenne, je suis assez sur l'accord. En effet, il est avancé qu'il y aurait moins de déforestation que si les Chinois signaient avec le Mercosur. C'est ce que j'ai entendu de votre part. Par contre, il y a un point qui a été vite passé, quand même sur ces règles et ces réglementations. Ah bah, flûte, j'ai oublié flûte. Ah bah voilà, ça y est. Si vous voulez bien remettre le slide, ça va m'aider. J'ai complètement avalé ma question. Je suis désolée. Non, mais c'est pas grave, Ben, c'est ça pas arrive. grave. Ce qui me permet peut-être de. On va prendre d'autres Mais questions. c'est sur ces règles et réglementations, en fait, parce qu'en effet, nous, on essaye de faire au mieux vis-à-vis de nos exigences de consommation pour pas tomber malade et pour pas que le trou de la Sécu s'aggrave. Mais, alors oui, merci de l'afficher. Alors, attendez, c'était problème. Non, c'était plus loin. C'est pas celui-là. C'était pas celui-là non plus. Contrôle des systèmes. Mais non, c'est celui d'après, je crois. Encore. Alors, attendez, à moins que je lise mal sur mon écran. Non, après. C'est le dernier, là. Ah bon? Alors, putain. Non, mais ce que je vous propose, c'est Vous peut-être que êtes vous. sûr? Oui, tout à fait, tout à fait. Ce que je vous propose peut-être, c'est Alors, que vous. c'était donc avant. Bon, bah tant pis. Essayez de réfléchir à votre question, puis entre-temps, on va prendre une autre question pour ne pas perdre. Oui, prenons quelqu'un d'autre, mais bon, c'est D'accord. dommage. Là. Bon. Slide. Alors, j'ai vu que Stéphane Boulet avait levé la main, puis ensuite Jean-Christophe. Stéphane. Alors, oui, j'avais levé la main, mais en fait. En fait, sur ce sujet de l'accord sur le Mercosur, on est le point d'achoppement en France, c'est surtout le côté, c'est l'agriculture en fait. Et encore dans l'agriculture, c'est une partie de l'agriculture, hein. C'est surtout justement la viande, etc. Il n'y a pas forcément. Voilà. Mais c'est vrai que mais ces sujets-là, malheureusement, d'agriculture, on est un peu dans l'irrationnel aussi et le côté. Et le côté politique va l'emporter. C'est sûr qu'aujourd'hui, si on monte des bénéfices, je sais pas, sur l'industrie, enfin le reste de l'industrie, forcément, ça va moins être retenu, peut-être, où il y a moins de risques de blocage que si c'est le sujet voilà, que si c'est le sujet agricole. Malheureusement, je pense il faut effectivement mettre en avant tous les aspects positifs, que ce soit pour le Mercosur ou pour les autres, hein, parce qu'il faut bien que il faut bien aussi les politiques aient conscience de ça. Mais je crains que ce sujet sur la viande et l'agriculture et la possibilité de blocage fait que, en fait, même si les autres industries disent que c'est positif pour l'emploi, malheureusement, on n'ira pas plus loin. Je pense que voilà. Et souvent dans les accords finalement commerciaux, c'est toujours le sujet de l'agriculture qui est le plus sensible, j'ai l'impression. Oui, Antoine. Oui, en fait, vous avez raison de dire que c'est qu'une partie de l'agriculture, puisque il y a une partie de l'agriculture et de l'alimentation qui devrait bénéficier de cet accord. Par exemple, dans les vins et spiritueux, par exemple, dans les produits laitiers, et donc les fromages, par exemple. Pour le CETA, d'ailleurs, comme pour le CETA. Comme pour le CETA, hein, comme pour le CETA, on a eu une forte augmentation des exportations de fromages, de produits laitiers et de vins et spiritueux.
Donc c'est vrai qu'il faut garder ça en tête quand même. Ce n'est pas uniquement les éleveurs bovins qui vont… voilà, il y a aussi des gains au niveau de l'agriculture. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est une entreprise de vins et spiritueux qui nous a demandé de faire cette étude sur l'impact des accords de libre-échange sur les exportations françaises et l'activité. Donc, effectivement, je crois qu'il faudrait… on essaye d'avoir, en tout cas, des arguments pour que le débat soit plus équilibré et de contribuer par nos études à effectivement mettre en évidence. Il y a aussi des effets négatifs, je le souligne beaucoup, et je pense qu'il y a aussi des effets positifs qu'il faut garder en tête. Tout à fait. Très bien. Jean-Christophe, vous voulez une question de plus, et puis après, Madame. Ouais, si on revient aux avantages, notamment sur des exportations industrielles, produits industriels, est-ce qu'on a réfléchi à qui seraient les gagnants parmi les membres de l'Union européenne, les 27? Quelles seraient les zones ou les pays qui tireraient leur épingle du jeu? Parce qu'on a beaucoup parlé des perdants potentiels jusqu'à présent en France. Vous retrouvez les usual suspects, c'est-à-dire Allemagne, Pays-Bas. Mais en fait, quand l'Allemagne exporte davantage d'automobiles, par exemple, il y a des équipementiers automobiles français qui en profitent. Il y a aussi l'aéronautique, et là, il pourrait y avoir des gains qui seraient non seulement en Allemagne, mais aussi en France. Donc, c'est quand même majoritairement l'Allemagne, les Pays-Bas, et puis l'Italie, non? L'Italie, et oui, tout à fait, l'Italie. Et puis, mais la France aussi, il y a des secteurs industriels dans lesquels il y aurait des gains pour les Français. Madame Blanquet, vous vouliez faire une remarque? Oui, simplement, peut-être pour compléter sur le panorama des produits agroalimentaires, effectivement, les produits laitiers ont été cités comme des produits européens qui pourraient effectivement arriver à percer au niveau du marché du Mercosur. Là où il faut faire attention, c'est que le Mercosur et notamment, enfin en particulier le Brésil, est extrêmement protectionniste sur le marché des produits laitiers. Il y a énormément de barrières non tarifaires, vous l'avez cité, Monsieur Bouet, dans votre présentation. Il est extrêmement difficile d'en venir à bout. Et donc, je suis en contact des fois avec des entreprises de l'agroalimentaire, notamment des produits laitiers, qui font part en fait de toutes ces difficultés. Et on ne sait pas comment cet accord du Mercosur pourra réellement impacter ces barrières non tarifaires, parce qu'en fait, pour le moment, l'accord concerne les droits de douane. Et les discussions sur les barrières non tarifaires ne font pas partie de l'accord. Donc, il faut quand même aussi modérer un petit peu, malheureusement, l'impact positif que ça pourrait avoir sur les exports de produits laitiers européens. C'est vrai que, en fait, la particularité du Mercosur, c'est qu'il y a beaucoup de barrières non tarifaires. On sait qu'il y en a beaucoup en Europe. L'Europe est particulièrement forte pour produire des normes, mais il y en a beaucoup aussi au Brésil, en Argentine, et donc ça veut dire que les estimations que je vous ai données sur les créations de commerce ne prennent pas en compte l'impact des mesures non tarifaires. Il y a des possibilités, il y a des accords qui permettent, par exemple, de faire de la reconnaissance mutuelle de normes, voire de l'uniformisation des normes, c'est moins fréquent. Mais en tout cas, la reconnaissance mutuelle de normes, eh bien, ça permet d'avoir des barrières non tarifaires qui sont enlevées, et ça a un gros effet sur le commerce. Mais là, effectivement, ce n'est pas dans l'accord. C'est plus difficile à estimer aussi pour les économistes. Et donc, en fait, ou alors on le fait au niveau d'un produit. Voilà. Mais sinon, au niveau macroéconomique, c'est très difficile sur toutes les exportations d'estimer l'impact d'une baisse des barrières non tarifaires. Très bien. Madame Poirier, vous devez retrouver la question. Vous levez la main. Non? Non, je n'ai pas retrouvé. Non. Bon, d'accord, très bien. La main a été levée, c'est pour ça, parce qu'on est sur l'écran. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, donc, Jean-Pierre Grasset, une question. Jean-Pierre, c'est à vous.
Oui, bonjour messieurs, bonjour Alain, bonjour Jean-Christophe, bonjour monsieur Bouet, Bonjour. bonjour Bonjour Alain. Stéphane. Je connais plusieurs personnes là. Donc je suis au SCI, j'ai une activité de conseil en développement international. On aide actuellement une grande entreprise française sur le Brésil. Et je voulais juste partager une expérience. Je retrouve ce que vous disiez, Monsieur Bouet, sur les barrières non tarifaires, notamment sur le Brésil, une législation, une réglementation qui peut varier d'un État à un autre et qui peut être très contraignante sur les aspects administratifs, gestion de la facturation notamment. Voilà, alors ça c'est le côté, je dirais, contraignant. Et ce que je vois par ailleurs, c'est quand même un pays extrêmement intéressant, extrêmement dynamique, avec des entreprises qui sont de grande taille, souvent, en tout cas celles avec qui auxquelles on s'adresse, et qui voilà, ont envie de se développer avec des dirigeants qui ont une vision, qui ont envie d'avancer. Voilà, malgré les contraintes dans lesquelles ils peuvent aussi évoluer. Et notamment sur le Brésil, on a là actuellement des taux d'intérêt qui sont extrêmement importants à 13,5, 14%, qui évidemment les contraignent beaucoup sur la capacité à investir. Voilà, mais globalement, je dirais que moi, c'est une des premières expériences que j'ai avec le Brésil là, dans cette logique de conseil, d'accompagnement. Et je trouve que c'est un pays extrêmement intéressant, à très fort potentiel. C'est un pays continent hein, de 200 millions Tout d'habitants. à fait. On a tout à fait un intérêt collectif au niveau français, au niveau européen, de mon point de vue, à aller plus travailler avec eux dans tous les secteurs. Tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a un pays, et c'est des pays très différents. Le Brésil, c'est un pays continent, effectivement. L'Argentine, alors déjà, le Brésil, la stabilité macroéconomique est quand même un peu meilleure qu'il y a 10-15 ans. En Argentine, par contre, il y a des grosses interrogations à ce niveau-là. Et par contre, il y a un petit pays qui est riche en termes de PIB par tête, de revenus par tête, et qui a une grosse stabilité macroéconomique, c'est l'Uruguay. Oui. Et le problème, c'est qu'effectivement, c'est un pays qui est beaucoup plus petit, et donc c'est un marché qui est plus faible, effectivement, potentiellement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Écoutez, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en aurais juste une peut-être pour conclure, mais qui est beaucoup plus générale, puis qui donnerait simplement lieu à d'autres débats. C'est compte tenu des difficultés politiques d'approbation de ces accords aujourd'hui en Europe, en France en particulier, mais pas seulement, mais il y a quand même tout un processus. L'accord, il est signé, mais il n'y a pas du tout encore approuvé. Quel avenir pour les accords de libre-échange pour l'Union européenne dans les années à venir? Parce que la Commission européenne est lancée dans des négociations tous azimuts avec beaucoup de partenaires potentiels, ce que je comprends très bien, mais il y a des tels blocages politiques, comme on l'a vu, qu'on peut s'interroger sur ce qui peut réellement être mis en œuvre. Donc c'est une question générale, je ne vais pas la traiter en 3 minutes pour terminer, mais je voudrais avoir toute votre réaction comme ça à chaud sur cette question. Je crois malheureusement que c'est un petit peu incontournable, que l'actualité économique en plus nous renforce dans cette direction pour diversifier à la fois nos exportations, mais aussi les sources de nos approvisionnements. Donc, par exemple, il y a un aspect important dans l'accord Union européenne-Mercosur sur lequel on a finalement assez peu parlé, c'est les minerais critiques, puisque il y a par exemple beaucoup de lithium. Hein, alors, surtout si la Bolivie accède au Mercosur, alors là, il y aura effectivement des réserves, les réserves les plus fortes au monde de lithium. Et il y a d'autres minerais critiques et il y a d'autres choses. Donc, moi, j'ai l'impression que, en plus, avec l'évolution, la réindustrialisation et ce que ça demande en termes d'approvisionnement et de destination de nos exportations, on est obligé de se diversifier. Donc, et en plus, il y a un danger géopolitique et géopolitique aujourd'hui qui est
qui apparaît progressivement avec la nouvelle administration américaine. Donc je n'arrive pas, même si les accords de libre-échange ont mauvaise presse, à me dire qu'il faut les oublier. J'ai l'impression qu'il faut toujours travailler. En fait, l'Union européenne, quand même, a conclu un accord, est en train de conclure un accord avec le Mexique. Elle travaille sur un accord avec l'Inde, avec l'Indonésie. Elle a fait signer récemment un accord qui est extrêmement bien passé. Alors, vous me direz, ça n'a pratiquement pas d'impact parce que la distance est très loin. Il n'y a pas plus loin, c'est la Nouvelle-Zélande. Mais voilà, donc elle travaille dans cette direction et ça me semble quand même une direction qui est un peu incontournable. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui, en plus, prétendre tout produire à partir de la base européenne. Ça serait beaucoup trop cher. En plus, ça serait dangereux parce que je pense qu'il y a des exemples dans l'histoire récente où on avait confié la fourniture d'un produit à un approvisionnement local. Hein, c'était aux États-Unis. Et en fait, comme c'était concentré dans une entreprise et que cette entreprise a eu un problème majeur, eh bien, l'approvisionnement sur ce produit a été complètement coupé au niveau du marché américain. C'est la poudre de lait. Et je peux vous dire qu'il y a eu tout d'un coup, il y a eu quelques années, il y a eu une rupture totale des approvisionnements. Donc, ce n'est même pas parce qu'on a un approvisionnement local qu'on garantit finalement l'approvisionnement. Donc, si on veut de la résilience, puisqu'on demande beaucoup de résilience, je pense qu'on est obligé de passer par une diversification de nos importations et de nos exportations. Donc, je pense que les accords de libre-échange ont toujours un avenir. Bon, on restera sur ces mots pour conclure, là, parce que là, on a dépassé largement notre temps. Merci encore, merci Antoine, merci à tous. Nous aurons bientôt une autre séance sur un autre sujet de ce type-là. Dans quelques temps, on vous en informera. Et entre-temps, je vous engage encore tous à vous engager encore plus dans la pratique de l'exploitation et à adhérer à notre organisation. Merci à tous. Merci Antoine encore. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très riche, très intéressant. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir.